Moi, pendant 3 ans, j'ai gagné zéro. La boîte a fait des pertes. Ça, c'est la réalité du business. J'ai lancé ma première pub Facebook à 15 ans. Tu sais combien ça génère tout ça en chiffre d'affaires? On va dire plus de 10 millions. Qu'est-ce que ça coûte personnellement en fait tout ça? Tu perds des amis, tu vois moins ta famille, tu pars pas en vacances quand tu veux, tu es beaucoup moins libre, tu as une pression de fou. Un truc qui m'a choqué et qui fait pour moi le succès de tout ce que tu vas entreprendre, c'est ton niveau de professionnalisme et ça vient d'où? Guillaume, Marvin, comment ça va? ça va et toi? Ça va. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'Ultra Cash et donc la reprise. Guillaume, tu es entrepreneur. Tu as un tout petit peu plus de 30 ans, même pas. Moi, je les ai cette Purée, année. tu vas avoir 30 ans cette année. Je les ai dans quelques mois. C'est ton fail en live. Du coup, en gros, tu as 50 collaborateurs. Ouais. Tu es dans le secteur du marketing digital et du développement du coup web. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Yes, donc Guillaume, 29 ans, douloureusement 30 quelques mois, mais là je n'ai pas du tout un poids sur lequel j'ai fait une fixette, je te rassure. Donc pour la petite histoire, moi j'ai lancé mes premières campagnes sur Facebook quand j'avais 15 ans. L'histoire c'est quoi? C'est que mes parents avaient des amis et ont toujours des amis entrepreneurs, commerçants, restaurateurs, etc. Et plusieurs fois à des repas ou au foot, etc. J'entendais ces entrepreneurs qui disaient Facebook c'est quoi? C'était tout nouveau. Facebook c'est quoi? Il paraît qu'on peut faire de la pub dessus, ça marche comment? Et en fait très tôt, j'étais un peu curieux, j'avais été bidouillé sur 2-3 sites, j'avais été voir des forums et j'avais vu qu'on pouvait faire de la publicité. J'avais dit tiens si vous voulez, on peut le faire, c'est pas très compliqué, etc. Et donc j'ai lancé ma première pub Facebook que j'avais à 15 ans. Et puis, à l'époque, quand tu lançais une pub Facebook, tu n'avais pas de concurrent. Genre, ça cartonnait direct. Tu avais directement des centaines de likes, commentaires à gogo. Bref, c'était folie. Et donc, ça a super, super bien marché. Et je faisais ça, moi, en rentrant de secondaire de l'école. Je me rappelle, je quittais l'école, il était souvent 15h30, 16h. Je faisais mes 2-3 posts Facebook et puis après, j'étudiais, etc. Et en fait, j'ai fait 2-3 formations dans la foulée parce que ça m'intéressait vraiment. Et j'ai continué pendant 3 ans. Et à mes 18 ans, je me suis dit, je vais créer une boîte pour ça, pour les commerces locaux. Chose que mes parents n'ont pas voulu, puisque eux voulaient absolument que j'ai un diplôme. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait à Paris, c'était, ok, je rentre à l'université en droit, parce que j'aimais bien le droit. Je voulais devenir notaire, mais je pense qu'en fait, ça m'aurait très très vite ennuyé, bien que j'ai beaucoup de respect pour les notaires et pour ce qu'ils font. Et du coup, après, j'ai fait ma première année de droit, que j'ai réussi. Et donc, du coup, j'ai lancé ma boîte dans le marketing digital. Uniquement le marketing digital. Ok. Dans la foulée du marketing digital arrive alors le développement informatique. Donc, On est en quelle année quand tu lances ta première boîte dans le marketing digital? 2015. Donc on est quand même vachement précurseur. Bah ouais, donc je fais le plan financier de la boîte. Je me rappelle, j'avais 18 ans. Je savais pas ce qui était un plan financier. Il fallait à ce moment-là recruter des personnes, trouver les bons profils commerciaux. Moi, j'ai pas de background. Dans mes jobs d'étudiant, j'ai été serveur. J'ai été réceptionniste, j'ai été secrétaire, j'ai classé des archives. J'ai pas du tout fait. Ouais, t'as pas fait du tout. Non, à part ma passion dans le web qui est là depuis toujours, j'ai jamais vraiment eu. Et ça vient d'où en fait cette passion pour l'entrepreneuriat ou cette motivation pour entreprendre? T'as eu quand le déclic? Mais en fait, nous, donc, ma famille est issue vraiment d'entrepreneurs. Donc, Ok, donc on entreprend dans ta famille. ouais, moi donc mes parents sont, ma mère d'origine belge, mon père est italien, est arrivé en Belgique lorsqu'il avait 6 ans. Lui, c'est vraiment travail, 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 et ma mère pareil, Ok. full autodidacte. Elle s'est lancée aussi lorsqu'elle avait une vingtaine d'années dans son commerce. Et donc moi, j'ai toujours vu mes parents bosser tout le temps, se lever très tôt pour bosser, le soir rentrer tard parce qu'ils bossaient. J'ai été élevé chez mes grands-parents italiens du coup jusqu'à mes 5-6 ans. Entrepreneur aussi, tes grands-parents? Non, pas Ok. entrepreneur. Alors, pas entrepreneur dans le day-to-day, par contre, très entrepreneur sur le volet tout le temps bosser, tout le temps être actif. Entreprenant alors. Voilà, plutôt entreprenant, actif exactement. Et eux m'ont beaucoup inculqué ces valeurs de grinta, Ok. de se battre pour ce qu'on veut. Et je pense que ça a beaucoup influencé la suite de mon parcours aussi. Super. Tu t'es lancé du coup dans le marketing digital très tôt, en 2015. Du coup, tu venais d'avoir 18 ans. Non, t'avais un peu plus que 18 Donc ans. la boîte, je l'ai créée lorsque j'avais 19, mais Ok. le projet de la boîte, la constitution de la boîte, je l'ai fait lorsque j'avais 18, Ok. parallèlement à ma première année d'université en droit. C'est quand même dingue, en fait, parce que tu es tombé sur un domaine qui était parfaitement dans l'air du temps par rapport, du coup, à tes compétences et à ton âge. Et comment tu t'es dit, je vais monter une boîte? Parce que tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes peut-être qui nous écoutent et qui n'ont pas leur idée de business. Toi, en fait, ton idée de business, tu l'as eue un peu par hasard, mais en écoutant les besoins qu'il y avait autour de toi.
et en regardant un peu ce que les gens venaient chercher chez toi, parce que je suppose que les gens venaient te dire, tu peux m'aider à faire de la communication sur Facebook, ou est-ce que tu sais comment ça marche, etc. Donc, comment tu t'es lancé dans ce domaine-là? Et surtout, en gros, est-ce que tu as suivi que, genre, peut-être quelques années après que tu te sois lancé, ben, tu es parfaitement dans le creux de la vague, en fait, parce que 2018-2019, donc après avoir fait tes premiers toits, on va dire, bobo d'entrepreneur, là, c'est le moment où bah, ça commence vraiment à prendre. En fait, comment ça s'est fait? C'est un pur hasard. C'est-à-dire que j'ai eu une curiosité pour Facebook qui, à ce moment, enfin, à ce moment-là, ça explosait vraiment. Ça commençait à arriver en Belgique et les gens commençaient seulement à en parler. Et donc, moi, ça fait vraiment par hasard, curiosité. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai été voir des sites et des forums américains où ils en parlaient Ok. beaucoup. Donc là, il y avait une dimension du projet Facebook qui était beaucoup plus grande qu'en Belgique. Et ça a fort attiré ma curiosité. Je me suis dit, attends, si là-bas, toutes les marques le font, si là-bas, il y a des jobs qui commencent à se créer autour de ça, mais je me suis dit, ici, il va se passer quelque chose. Et ça commençait à se passer quelque part au niveau publicitaire. Puis est arrivé la création de contenu, des Reels, des stories, enfin bref, tout ça a suivi dans les années. Et donc, ça s'est fait vraiment par hasard. Et c'est pas quelque chose où j'ai voulu lancer un business là-dedans absolument. J'ai répondu à une problématique que j'entendais une fois en allant au foot, une fois en allant à un repas avec des amis de mes parents, de mes cousins, etc. Et puis petit à petit, l'envie de creuser ça et s'est distinguée. Et puis j'ai mis les mains à fond dedans pour proposer quelque chose. J'ai adoré la phrase que tu as dit. Tu as dit, j'ai répondu à une problématique en écoutant les gens autour de moi. Ouais. Parce que je pense que c'est un des meilleurs moyens pour trouver une idée de business. Ouais. Souvent, je pense que en tant que personne, on a plus souvent envie de mettre ses idées en avant, et c'est normal, tu vois, en tant qu'entrepreneur, et dire voilà la solution, l'entreprise que je vais créer, plutôt qu'en fait, ce qui marche régulièrement, c'est d'écouter ce que les gens veulent et de leur fournir tout simplement. Tu te rappelles de ton premier client pour ton agence marketing et tes premiers sous que tu as reçus? Bah du coup, quand je faisais ça, quand j'avais 15 ans, je le faisais gratuitement Ouais. parce que je savais même pas si à ce moment-là on pouvait travailler en Belgique. Du coup, je ne me faisais pas rémunérer. C'était Ah, vraiment pour donner un coup de main. Mais effectivement, mes toutes premières factures, lorsque la société a été constituée, je m'en rappelle, c'était un format atroce. C'était un vieux Word où je numérotais les factures moi-même, 1, 2, 3, 4, 5. La TVA, il fallait que je la calcule manuellement parce que j'avais pas un logiciel. Et puis je me rappelle un jour, j'ai eu un consultant qui est venu voir le début et il m'a dit, mais tu calcules tout à la main, tu écris tout à la main. Je dis, oui. Et il me dit, mais attends, il y a des logiciels, tu vas pas commencer toute ta vie à facturer, numéroter toi-même la TVA, à la mettre toi-même, etc. Et donc oui, je me rappelle et c'est vrai que c'est un souvenir indélébile à vie. j'ai une question qui sort un peu du cadre parce que tu as parlé de la TVA, des factures. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais tu es 100% digital. Donc pourquoi, en gros, t'es pas parti à Dubaï? Parce qu'en fait, je pense que partir à l'étranger, digital nomade, etc., c'est super pour ceux qui le font et qui arrivent à le faire, donc c'est en rien une critique. Mais je trouve que on donne beaucoup de rêves aux gens au travers de ces vies à Dubaï, dans ces vies de l'étranger. Moi, je suis très famille. Ah, Ça, c'est le premier point. Donc, j'ai des vrais atomes crochus avec tous les membres de ma famille, toute ma vie ici. Et donc, je ne voyais pas vivre dans un autre pays sans ces atomes crochus relationnels que j'ai ici. Ça, c'est un. De deux, l'équipe, les collaborateurs sont ici et moi, je crois très difficilement au management à distance. ok. Pour moi, un chef d'entreprise qui est actif day-to-day dans son business, il doit suivre les gens, ses managers, ses process, etc. Donc, une gestion full déléguée de l'étranger, moi, perso, j'y crois pas. Et alors, pourquoi ne pas avoir créé Localizy Web Agency BIS à Dubaï? Ben, en fait, parce que ça s'est bien développé ici, que c'est déjà un challenge de suivre cette croissance ici et de grandir de manière qualitative. Parce que si c'est pour grandir, pour faire du chiffre et avoir des clients mécontents qu'on perd tous les 6 mois, ça m'intéresse pas. Pas du tout d'ailleurs. Il y a des modèles comme ça qui existent en Belgique, des modèles de contrats signés à l'arrache sur 48 mois où une fois que la personne elle est signée, tu l'as dans ton CA pendant 4 ans de manière hyper sécurisée, avec des plates à gogo, faut aller voir sur les forums. Moi, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Donc, il y a vraiment ce volet opérationnel que je voulais suivre de la Belgique, la croissance que je voulais suivre de la Belgique, et ce volet aussi atome crochu que j'ai en Belgique et pas à l'étranger. On peut rêver en Belgique. On peut rêver en Belgique. C'est très dur de rêver en Belgique parce que les mentalités sont parfois un frein à croître, à l'évolution, etc. Quand tu dis que tu veux prendre un risque en Belgique, beaucoup vont te dire oui, mais peut-être qu'il faudrait pas le faire comme ça, ou pourquoi tu prends tous ces risques-là, tu pourrais peut-être le faire différemment et diminuer, tu vas aller dans d'autres pays, on va dire mais mec, mets-toi all-in, vas-y, fonce, pourquoi tu gardes de l'argent de côté, vas-y, mets tout sur la table. En Belgique, qui va te dire ça? Il y en a en fait très peu. Donc je pense qu'on peut rêver, mais par contre, il faut
bien dimensionner les risques. Il faut bien les mettre sous roadmap pour ne pas que ces risques soient mis sur la table trop longtemps. Et je dirais qu'il faut être bien entouré pour que ces risques soient mesurés et contrôlés. Ça, pour moi, c'est le plus important. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait d'après toi? Moi, j'ai déjà des choses en interne que je pense, que je te dirais dès que tu as fait ton retour, mais qu'est-ce qui a fait d'après toi que tu penses que Localizy a vraiment bien marché? Je dirais que depuis le début, on est très tourné sur l'innovation. Donc, quand Instagram a lancé, donc Instagram a été racheté par Facebook et qu'on a pu faire les premières publicités sur Insta, je me rappelle la nuit où ça a été disponible pour l'Europe. La nuit, j'étais sur mon ordi en train de lancer mes premières pubs Instagram, tellement j'étais excité de découvrir l'outil, de voir comment ça marchait, etc. TikTok, pareil, Snapchat, pareil, LinkedIn, pareil. On a toujours été à l'agence fort avant-gardiste sur les technologies, les ciblages, etc. Le deuxième point aussi, c'est, et ça, on en parlait au début, quand on écoutait le besoin client, quand je me suis lancé et que je faisais des prestations en fonction du besoin client. Aujourd'hui, mes équipes, elles savent, le besoin et le feedback client, ils doivent toujours être connus et mesurés. Donc, se remettre en question, demander au client ce qu'il pense de la collaboration, si les campagnes marketing qu'on fait pour lui ont un impact sur son chiffre. Si oui, pourquoi? Sinon, comment on adapte? Le fait de tout le temps se remettre en question, ça, je pense que c'est un vrai élément différenciateur et c'est vraiment ancré dans notre ADN, ce qui fait qu'en fait, on a toujours des stratégies évolutives et qu'on reste jamais sur nos acquis. T'es dans l'air du temps et t'es toujours, je pense, en avance par rapport à ton marché. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est, tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu ou pas? Ouais. Ok. Dans ta Ouais. cuisine d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc, on s'est vu chez Freshéo. Et je me rappellerai toujours, t'es arrivé un peu habillé comme maintenant, avec une longue veste. T'avais ta mallette et dedans, t'as sorti un dossier. Et là, je me suis dit, en fait, donc nous, on a été mis en relation via Pauline, que vous avez vu dans le podcast précédent. Et en fait, Pauline m'a dit, oui, tu verras, Guillaume, il est professionnel, etc. Et en fait, j'avais un espèce de recul où je dis, bon, c'est Pauline qui m'a recommandé, donc je vais faire le rendez-vous. Mais je me dis, comment, en gros, moi qui fais du marketing digital ou qui suis dedans indirectement, parce que moi, j'ai aucune compétence technique, mais je comprends ce qui se passe à l'intérieur, enfin, pas autant que toi, mais je comprends ce qui se passe du coup à l'intérieur. Je me dis, comment quelqu'un à Liège, il va arriver et m'apporter de la valeur sur un domaine dans lequel je suis dedans, genre j'ai construit ma boîte là-dessus. Et t'es arrivé avec un putain de dossier, il y avait tout dedans, une analyse tellement pointue que je pense n'importe quelle personne qui avait travaillé en tech chez moi ou même aussi bien sur la partie du coup IT que sur la partie marketing digital, personne n'avait été aussi loin dans les problèmes ou même quand on avait eu des audits ou même quand on a voulu travailler avec des prestataires externes. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui te disent qu'ils sont experts dans plein de choses, mais qui ne te pointent des problèmes très gros, mais pas qui vont en profondeur. Et toi, tu es arrivé avec un dossier super technique, super complet, super long. Ça m'a choqué. De toute façon, mais pour que ça me marque dans l'esprit, tu vois, je disais à ma femme, ce qui est problématique avec le temps, c'est que je commence à perdre la mémoire. Il y a des choses comme ça dans la vie, tu les oublies pas. Et en fait, c'était tellement pro, tellement machin, que j'ai regardé, je dis, écoute, quoi qu'il arrive, on va travailler avec ce mec. Je pense que... C'est vrai que tu pourrais dire ça. Ouais, mais non, parce que je me dis, quoi qu'il arrive, en fait, je suis obligé de travailler avec ce mec. Parce qu'en gros, qu'on ait des résultats ou qu'on n'en ait pas, le gars a essayé de m'apporter de la valeur. Ce qu'il disait, c'était vrai. Et faut pas s'arrêter à des compétences techniques. Parce qu'en gros, on est à un pivot, une manière de faire, un truc que peut-être juste ça explose. Et je dis, tous les fondamentaux, tous les trucs sont verts. Donc pour moi, et c'était long, mais je voulais en arriver là, c'était un truc qui m'a choqué et qui fait pour moi le succès de Localizy et de tout ce que tu vas entreprendre, c'est ton niveau de professionnalisme. Et ça vient d'où? En fait, ça vient du manquement analysé dans tous nos audits et dans toutes nos stratégies. En fait, aujourd'hui, les entrepreneurs ne mesurent pas à quel point le web peut leur apporter du trafic sur leur site, du business, ne mesurent pas à quel point il y a moyen de faire de l'upselling, de rattraper des clients perdus, de développer la notoriété de la marque. Tout ça, c'est sous-exploité. Et je prends un exemple. On va parler de notre très cher Mathieu Nalis, que j'adore, parce qu'il m'a fait un petit placement dans un podcast. Mathieu, je t'embrasse, je te rends ton placement que tu m'as fait. En fait, Mathieu, il a un super business, super rigoureux, ses salons sont top, sa qualité de travail c'est top. Mais ça se reflète pas. Mais au niveau marketing, quand j'ai fait son audit, je lui ai dit, voilà Mathieu, tu as 50 000 personnes par mois qui recherchent ce que tu fais dans les zones où tu as des salons, et quand ces personnes font toutes les recherches associées à ce que tu proposes, tu ne ressors jamais. Et en fait, j'ai commencé par ça. Et lui aussi, il avait une quarantaine de pages d'analyse et de... Ah Donc lui, Mathieu, il tournait autour de la table comme un lion en cage, parce qu'il était... c'est le sort. Et
Et puis c'est là où il m'a dit, mais Guillaume, t'es en train de m'exciter, arrête de me dire ce que je dois faire, dis-moi combien je dois investir et combien ça va me rapporter. Et c'est ça qu'il raconte dans son autre podcast. Mais en fait, il y a plein d'entrepreneurs comme ça qui ne mesurent pas les problèmes qu'ils ont sur leur site, dans leur analyse de données. Ils ont des outils pour voir le taux de conversion du site, quelles sont les pages sur lesquelles les gens restent, ne restent pas, achètent, n'achètent pas. Tout ça est complètement sous-mesuré, sous-exploité et dans quasi toutes les boîtes. Hier, j'étais dans une boîte qui fait plusieurs dizaines de millions de CA et leur agence de com, elle leur fait faire des pubs comme tu vois passer sur TF1 dans les années 2000. Alors, moi, j'ai un vrai problème avec ça, c'est que si tu es spécialiste de la com, tu ne peux plus, en 2025, demander 50 000 euros pour un tournage et un montage vidéo pour une publicité qui ne va pas marcher sur les réseaux, pas marcher sur ton site web, oublier tout ce qui est site web et juste faire de la pub à la télé. C'est pas possible. Et donc, la boîte, c'est une très grosse boîte, elle me dit, en fait, maintenant, on veut du marketing, penser réseaux sociaux, référencement, qui va impacter notre business et notre chiffre. Mettre 50K pour une vidéo qui va tourner à la télé où on va nous dire qu'on a fait 2 millions de vues, on s'en fout. Et c'est comme ça dans plein de boîtes. Donc je dirais vraiment que ce niveau de professionnalisme, il est lié à tous ces manquements et tous ces cas de figure qu'on a rencontrés, où on sait exactement aujourd'hui sur quoi il faut pointer et mettre le focus. Tu pourrais être compétitif par rapport à une agence de marketing digital en France, par exemple? Un client français qui te contacte? On a des clients en Voilà. France, on a des clients dans les Caraïbes. Par exemple, on a un promoteur immobilier République dominicaine qui vend des très très gros volumes d'appartements et de maisons chez qui on fait toutes ces campagnes. On a eu des clients toujours sur Dubaï, en Israël. Donc on a des clients d'autres pays qui viennent nous contacter pour justement obtenir de l'expertise belge du coup. Et notre grande force, c'est qu'on peut faire tourner des campagnes dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue aussi. Ça, Et c'est, donc, t'as pas besoin d'être à Dubaï ou t'as pas besoin d'être à Los Angeles pour pouvoir capter des clients de ces zones-là et pour pouvoir mener des campagnes dans ces territoires-là. un truc que j'aime beaucoup, c'est le long terme. Du coup, tu t'as ouvert la boîte en 2015, c'est ça? Ouais. Donc ça va faire 10 ans Ouais. bientôt. En tout cas pour la première, parce que on parlera après de l'autre structure. Euh, Tu as vu, du coup, à mon avis, à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai pensé à ta place, là, ici, parce que maintenant, c'est fini. Mais il y a une période où tu ne devais pas te tirer les cheveux en voyant des gens, parce qu'à un moment, c'était la mode d'ouvrir des agences marketing digital. Avec Mais des ça gens l'est qui... toujours. Ah, ça l'est toujours, Mais ok. ça l'est toujours. Ok. Ça l'est toujours. Mais avec des gens, des fois, qui mettent des prix qui sont totalement déconnants. Même moi, je suis pas un génie. J'ai été victime, moi-même, d'une agence de marketing un peu frauduleuse Internet. D'ailleurs, ce qui nous a amené à être beaucoup plus rigoureux dans nos process par la suite. Donc, en soi, ça crée indirectement moins de valeur pour toi sur le court terme, mais plus sur le long terme, parce qu'à la fin, je pense qu'il restera plus des agences sérieuses comme la tienne. Mais c'était quoi ton ressenti par rapport à tous ces gens qui s'improvisent experts, qui n'ont pas forcément de collaborateurs, qui cassent le marché avec des prix, enfin, qui cassent, non, je pense, qui abîment l'image des marketing, de l'agence digitale avec du coup des prix qui sont très élevés, comparé à toi qui fais ton travail en Europe avec du coup des collaborateurs sur lesquels tu as des très grosses charges, sur lesquels en fait tu es obligé d'être rigoureux, tu as tes propres bureaux. Donc, ça a été quoi ton feedback par rapport à ça? Mais moi, je le vais à fou. Ouais, voilà. Moi, je le vais à fou. C'est-à-dire que je suis passionné par mon métier, clairement. Quand je vois une stratégie foirée, plantée par des gens qui s'improvisent experts parce qu'en fait, ils ont fait 4 posts Facebook dans leur vie et 2 vidéos et ils deviennent freelance spécialisés, ça me rend fou. Et en fait, nous, après, on en paye les pots cassés. Je t'avoue qu'au début, quand on s'est lancé, on avait plus de concurrents comme ça. Ouais. Maintenant, quand on arrive, que les gens ils voient comment on est structuré, les process, les personnes, les gestionnaires de projet, les experts autour de la strat, quand sur une stratégie, je dis qu'on a 5 experts de la boîte qui vont piloter et monitorer les campagnes, c'est complètement différent du freelance ou des 2 freelance amis qui se sont dit on va faire une boîte ensemble et donc là il y a aujourd'hui c'est plus vraiment des concurrents, ça l'a été dans le passé, mais moi je le vais à fou. Moi si je sais que des campagnes de nos clients ne tournent pas bien, je peux me lever la nuit pour aller checker les campagnes pour voir si elles ont été approuvées, si elles tournent, si le CTR est bon, si ça génère de la conversion et si ça apporte du trafic, parce que je suis vraiment passionné et je deviens fou quand je vois des campagnes qui sont plantées par des non-experts. Le problème, c'est que le tarif reste quelque chose dans le marketing qui est trop mis en avant. Donc une boîte, elle va plutôt se dire celui-là, je le paye pas trop cher, mais en fait, elle va pas se dire quel est mon manque à gagner de travailler avec cette personne qui n'est pas en fait un expert, mais qui dit l'être, et qu'est-ce que ça va impacter d'un point de vue business pour moi. On a récupéré des stratégies en lambeaux
parce qu'en fait, ils payaient quelqu'un en interne qui sortait des études et qui, ben voilà, débutait. Donc on peut même pas en vouloir à la personne. Elle a juste été mise au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des compétences qui n'étaient pas encore assez bonnes. Et alors après, on nous dit, bah ouais, cette année, la quantité de devis s'est divisée par 2. Donc en fait, bah, notre CA, il a été largement impacté. Mais oui, mais en fait, t'as pas fait confiance à la bonne personne parce que tu as réfléchi coup. Marketing, si tu réfléchis coup, tu vas droit dans le mur. C'est pas pour ça qu'il faut investir à outrance et mal investir, parce qu'un bon investissement en marketing, il est bien piloté, tu sais ce qui te rapporte, et s'il te rapporte pas assez, tu sais quels sont les axes d'amélioration pour que ça te rapporte. Mais par contre, si jamais tu as une logique prix first, droit dans le mur. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que je pense que c'est un milieu ou un domaine que tant que t'as pas travaillé avec les personnes, tu sais jamais qui est bon, qui est mauvais. Je pense qu'aujourd'hui, toi, t'es arrivé à un stade où t'as tellement de clients et t'as travaillé avec tellement de personnes que juste ta réputation peut te faire du coup avoir des clients en plus. La preuve en est, on avait encore un événement il y a pas longtemps. Enfin, pour moi, quelqu'un, n'importe qui me parle de communication digitale, je fais directement le lien vers toi et je dis bah allez voir Guillaume parce qu'en fait c'est juste le meilleur dans le domaine. En tout cas, Merci. c'est le meilleur que je connaisse et je connais quand même beaucoup de gens dans ce secteur-là et je pense que derrière ben j'ai jamais entendu en tout cas personnellement quelqu'un prétendre tu travailles avec des gens chiants, tu travailles avec moi, tu travailles avec Mathieu et nous ça va faire 2 ans qu'on travaille ensemble je pense et enfin je veux dire personne n'est déçu quoi, tu vois. Et ça, je pense que c'est quand même un truc qui est super important. D'ailleurs, tu as des success stories de clients, peut-être que tu as fait éclore ou parce qu'il y a des gens pour qui ça peut avoir des impacts énormes sur leur business. Des gens comme Mathieu et moi, tu sais pas nous faire 100% de croissance sur notre business grâce à de la communication digitale parce qu'on communiquait déjà. Mathieu communiquait via son Instagram. Moi, je communiquais déjà depuis un moment, mais par contre, c'est vrai que la qualité du service derrière est incroyable. Mais tu as des success stories du coup de clients avec lesquels tu as travaillé, des gens, des bons souvenirs, quoi. Ou Alors, à qui tu ma travailles même encore première maintenant. success story pour un non connu, c'était pour le dernier concert en Belgique de David Guetta. Ok, Où le promoteur du concert, du coup, nous a donné toute la com. Donc, tous les incroyable ça. visuels, on travaille avec son graphiste qui fait vraiment le volet visuel, charte graphique. Mais nous, on s'est vraiment chargé de tout ce qui est ciblage sponsorisé, optimisation social ads, analyse du taux de conversion sur le site, etc. Et ça, c'est un concert qu'on a fait sold out. Et ça, c'était un vrai challenge parce qu'il n'était plus venu en Belgique, puis il était revenu une fois, ça avait complètement planté. Enfin, ça, c'était un vrai challenge et c'était une belle réussite. On a eu des expositions à Lyon et à Barcelone pour une organisation autour de Léonard de Vinci, où on a fait des campagnes dans plusieurs langues avec des marchés étrangers ciblés, parce qu'à Barcelone, tu as une très grosse clientèle internationale, donc il fallait faire des campagnes dans plein de langues. C'était aussi deux super belles éditions qui ont cartonné. On s'est occupé du plus gros groupe automobile en Wallonie, chez qui on a refait toute la stratégie d'acquisition de nouveaux leads, de stratégie véhicule d'occasion, d'analyse du taux de conversion, du suivi conversion avec les commerciaux. On a travaillé avec leur directeur marketing de l'époque, qui est Maxime Gilmar, qui est pour moi une méga pointure et qui nous a aidé énormément sur cette compréhension du marketing et du volet commercial dans une boîte, parce que les deux sont intimement liés. Où ça a été, donc ce groupe automobile a été le premier sur plusieurs marques pendant plusieurs années en termes de vente. Et ils faisaient quasi que du marketing avec nous, puisqu'ils ont stoppé tout ce qui était radio, papier, etc. Donc on a quelques chouettes success stories. Après, il y a aussi des success stories dans des plus petites boîtes, des PME de 10, 15, 20 Ouais. personnes qui sont devenus des leaders sur leur marché. Je pense à Isolution, une boîte qui est dans l'isolation et la ventilation. Bien eux, par exemple, ils ont fait à x2 à leur effectif, en sachant que métier hyper en pénurie, donc des Ouais. ouvriers dans l'isolation, c'est pas du tout comme si ils avaient 50 personnes tous les jours qui postulaient. Bah, ils ont fait plus de x2 à leur effectif en 3 ans et ils font que du marketing avec nous. Donc il n'y a pas besoin d'avoir spécialement des noms ronflant pour dire on a réussi quelque chose de chouette. Il y a des super belles boîtes en Belgique qui sont aussi plus petites, mais chez qui on a un vrai impact commercial de développement. Et ça, pour nous, c'est la plus belle récompense. Et tu fais comme tu as dit, tu fais des plus petites des business, des petites PME, mais tu fais des business plus traditionnels, genre des boulangeries, des restaurants, des salons de lavoir, j'en sais rien, des trucs plus classiques, un magasin de meubles, par exemple. Ouais, on a effectivement des points de vente, on en a plusieurs. C'est pas le type de business le plus facile parce que
ils ont une problématique de mesurer le retour réel terrain. Tous les vendeurs dans un point de vente disent pas bonjour, vous nous avez connus d'où? Ah ben en fait la première fois je vous ai vu sur Facebook, puis vous m'avez ciblé sur Instagram, donc je vous ai vu sur Instagram, là j'ai enregistré le post, puis en fait il y a une vidéo YouTube qui est revenue en remarketing, j'ai regardé 15 secondes, puis après je l'ai skippé. Les gens font pas ça. Non. En fait ils vont dire je vous ai trouvé sur internet ou pas, ou parfois ils vont même te dire que c'est Tertampion qui a parlé d'eux, alors qu'en fait après ils sont allés voir la page Facebook, le profil Insta, et puis seulement ils sont venus en point de vente. Donc c'est plus dur pour eux de mesurer le retour. Maintenant, oui, on a des points de vente dans les meubles, on a des points de vente dans le textile, on a des restaurants, on a des chaînes d'hôtels, oui, on a des business qui sont plus traditionnels, effectivement. C'est plus dur de faire exploser quoi comme commerce en termes de visibilité et de communication. Et un truc qui est important, c'est quel est le rôle réel de Localisy dans ça? Par exemple, parce que je peux te dire, voilà, maintenant j'ai envie de communiquer sur ce pied de micro, parce que j'ai décidé d'inventer ça. Comment toi, en fait, tu te dis, OK, ton produit, il est assez attractif, donc il y a assez de clients. Et comment tu te dis, est-ce qu'il est placé au bon prix? Jusque où tu te situes, en fait, dans ça? Et ouais, quelle est votre responsabilité, en fait? Parce que tu peux pas être responsable de quelqu'un. Enfin, tu peux bien faire ton boulot et pour autant rien vendre. Ouais, en fait, avant, on n'avait pas ce recul de se dire, on va challenger le prix, le produit, le service. Maintenant, avec un peu plus d'expérience, un peu plus de certitude aussi, ça nous arrive beaucoup plus de dire, écoutez, ça, comme vous le proposez, ça va pas. Ce produit-là, regardez par rapport au marché. Ici, par exemple, on a un fabricant de bijoux. La dame fait des super beaux bijoux, mais elle est inconnue. Elle faisait pas de marketing avant de travailler avec nous. Elle travaille avec des matériaux qui sont pas spécialement hyper recherchés, hyper connus, et c'est plus de 1500 € le bijou. C'est du sur-mesure, c'est magnifique. Je suis allé dans l'atelier, c'est incroyable. Mais fatalement, elle a un positionnement produit par rapport à la notoriété de la marque et par rapport à la notoriété même des matériaux avec lesquels elle travaille, qui n'est pas en bonne adéquation, hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu as comme ça des business où tu as un problème de produit, où il va falloir beaucoup de marketing et beaucoup de communication avant d'aller chercher du retour. Et ça, moi, je le dis maintenant. Ok. C'est-à-dire que, déjà depuis plusieurs années, le but, c'est de travailler avec nos partenaires entrepreneurs tous les mois. C'est le business model, tous les mois des campagnes, du suivi, du reporting, de l'analyse, etc. J'ai aucun intérêt à faire 3 mois et puis que la personne se dise, ouais, bon, en fait, moi, mon marketing, 3 mois, il me sert à rien, c'est tous les mois une facture que je reçois, de la pub sur Facebook, sur Google, donc voilà. Donc maintenant, je dis, écoutez, moi, je préfère pas lancer la strat parce que je pense qu'on n'y arrivera pas. Soit de vous changer sur base de ce que nous, on pense cohérent, pas pour ça qu'on a la science infuse et qu'on a raison, attention, c'est bien deux choses différentes. Soit on vous conseille de faire ça, soit malheureusement, il faut se tourner vers quelqu'un qui vous promettra de vendre et d'y arriver parce que sinon, avec nous, vous allez être déçu. Et moi, je préfère ne pas avoir un client et lui dire dès le début, vous allez être déçu, que de l'avoir, puis après qu'il nous fasse de la mauvaise pub parce qu'en fait, il s'est senti lésé ou mal conseillé. Donc, je suis assez d'accord avec toi. On a ce volet vente finale et produit qui n'est pas chez nous, mais sur lequel on essaye de plus en plus d'impacter et de plus en plus de challenger aussi nos clients. Parce que c'est quand même une responsabilité qui est quand même très grande. Alors quand ça marche, c'est génial. Mais il y a tellement de facteurs aussi indirects qui font des fois que ça marche ou que ça marche pas, que derrière, tu peux exécuter ton travail très bien. Et en fait, t'as pas forcément les ventes parce que j'en sais rien. Imagine, tu tombes sur un mec qui vend, j'en sais rien, des panneaux solaires et tu te rends compte que t'arrives pas à avoir les nombres de conversions nécessaires parce que le gars a une réputation de mec qui installe pas les panneaux solaires chez les gens. Parce que c'est quand même faire la communication d'une société, je me dis, c'est quand même à la fois une petite et à la fois une très grande responsabilité parce que pour avoir de l'impact et quelque chose de significatif, il te faut absolument, il te faut absolument en fait beaucoup d'éléments pour pouvoir du coup performer correctement. Ouais. C'est pour ça que maintenant on choisit nos partenaires. Comme en fait cette réussite va impacter notre image à nous. Avant, tu te lances, tu prends ce qui arrive et tu te donnes pour que ça marche. Quand bien même au début tu te dis ça m'a l'air compliqué, tu te donnes. Maintenant, moi je vois des projets arriver où je sais que ça va pas fonctionner, que le client va pas être content. Donc maintenant, je préfère dire à mon équipe, à mes équipes sales, écoutez, voilà, ces projets-là, on n'y croit pas. Donc soit effectivement le client il switch sa façon de travailler, soit alors on lui dit qu'il faut se tourner vers quelqu'un d'autre. Et parfois on conseille même quelqu'un d'autre parce que la réputation de la boîte est devenue trop importante que pour se dire on prend tout le monde et tant pis celui qui n'est pas content, on verra bien. Non, aujourd'hui on fonctionne plus comme ça. Parce que comme tu le dis, c'est une très grosse responsabilité et une très grosse source de frustration aussi de confier tes ventes, ton marketing. Alors c'est pas tes ventes finales, mais l'apport de vente et l'apport de lead à une boîte pour que cette boîte n'atteigne pas les objectifs. Donc soit on est quasi sûr à l'avance, on atteint les objectifs. C'est le cas chez, je vais dire,
80% des clients, soit on n'est pas sûr à l'avance, on lance les campagnes, on n'atteint pas les objectifs, mais on sait exactement pourquoi. Problème sur le site web, problème de conversion, problème de prix, problème de placement, problème de plein de choses. Voilà. Et on améliore et on voit une courbe qui évolue et on tend vers la rentabilité et vers la performance. Soit si on sait que ça va pas marcher, alors il vaut mieux ne même pas commencer. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui a un business physique, parce qu'en général c'est physique, sinon il a un peu de communication digitale, et qui aujourd'hui ne communique pas digitalement, ne communique pas sur Instagram, ne communique pas avec des campagnes Facebook, ne communique pas par mail, il communique pas. D'après toi, qu'est-ce qu'aujourd'hui il laisse sur la table? Mais je lui dirais d'abord d'aller se jeter. Parce que pour moi, c'est inconcevable en 2025 quand j'entends ce genre de choses. Voilà. Deuxième question, tu disais? Je disais, quel conseil tu lui donnerais en fait? Mais quel conseil? Alors, le premier, c'est de ne pas donner toute sa com à une ou deux personnes. C'est-à-dire que ce que je vois souvent, enfin non, de moins en moins, mais je l'ai beaucoup vu, c'est je vais prendre quelqu'un en interne qui va faire ma création de contenu, mes photos, mes vidéos, mes posts, mes campagnes sponsorisées, mon référencement, mise à jour de site web, newsletter. Ne rêve pas, ça n'existe. Ce profil multifonction, j'ai fait un post LinkedIn qui disait vos employés ne sont pas des airfryers, parce que airfryer, tu peux faire 700 fonctions différentes dans ton airfryer et le résultat sera toujours fou. Mon airfryer, je l'utilise tout le temps. Ouais, Mais ne rêve pas, avec une personne, ce n'est pas possible. Le web, c'est devenu complexe. C'est des plateformes différentes qui évoluent tous les jours, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles sont quasi toutes cotées en bourse. Donc quand il y en a une qui fait une nouveauté qui impacte son cours boursier, il y en a une autre qui va faire la même chose. Le web, c'est hyper complexe, donc ne surtout pas avoir quelqu'un en interne qui ne fait qu'une fonction. Après, quelqu'un en interne qui va faire toutes tes photos, toutes tes stories, uniquement tes newsletters, ça oui. Donc on est bien d'accord. Hein, si c'est une partie de ces tâches marketing, c'est le premier. Ça, c'est une bonne chose. Donc premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est de se focaliser aujourd'hui sur la création de contenu et sur le référencement qui reste pour moi énormément sous-exploité. Réfléchissez à 5 mots-clés que les gens doivent taper pour tomber sur vous. Est-ce que ces gens tombent sur vous, oui ou non? Si c'est non, il vous faut une stratégie de référencement absolument. Typiquement, j'ai genre un business qui vient de rentrer ici chez Ultra. C'est quelqu'un qui est spécialisé du coup dans un institut du coup de bien-être. C'est quoi je sais pas, les 5 premières actions à mettre en place si je veux commencer à communiquer digitalement et de manière intelligente en ligne? D'abord, lister les objectifs en fonction du plan financier. Il faut combien de clients? Il faut que je vende aux clients à quel panier moyen? Ça, c'est la première étape. 2, c'est qui sont les clients de demain? Est-ce que c'est des clients qui ont tel pouvoir d'achat? Est-ce que c'est des clients qui viennent de telle zone géographique, qui font telle fonction de la vie? Ça, pour moi, c'est vraiment stratégique de savoir qui est ta cible. Ça sert à rien de targeter tout le monde. Alors, ok, aujourd'hui, l'IA va te permettre d'avoir des ciblages hyper poussés pour trouver les bons clients et les bons prospects, mais il faut quand même pouvoir déterminer on appelle ça des personnes à clients, quelques profils types de clients que tu vas cibler. Après, c'est d'établir un plan d'action, c'est de se dire, ok, moi, mon objectif, c'est ça, ma clientèle, c'est ça. C'est quoi mon plan d'action web pour atteindre les objectifs de vente et de rentabilité que je me suis fixé? Si, par exemple, tu sais que ton site Internet doit te rapporter pour ton institut 30 réservations par mois à une moyenne de 150 €, eh bien, tu sais qu'il faut autant de visiteurs sur ton site parce que ton taux de conversion moyen, ça va être 2, 3, 4%. Et donc, tu sais que pour atteindre tes visiteurs, il te faut du SEO, donc du référencement naturel, du référencement payant, des campagnes sur Facebook, sur Instagram. Ça, c'est ta roadmap, ton plan d'action. Trouver un partenaire expert pour le faire et pas mon petit cousin qui s'est lancé dans le web parce qu'en fait, il a lu un livre ce week-end et ce lundi, il s'est dit qu'il était spécialiste de référencement. Ça, on oublie. Et puis après, c'est un plan qui se monitore et qui s'optimise. Personne n'a la science infuse. Tu peux pas dire ce plan-là, pendant 1 an, je le dresse et je le lance et je fais le point dans 1 an. C'est chaque semaine ou chaque mois. Ok, quels sont mes stats? Pourquoi? Comment on peut optimiser? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Est-ce que je dois créer plus de vidéos, plus de contenu, plus de newsletters? J'en sais rien. Et ça, c'est un travail constant. Et puis, une fois que tu as ces chiffres-là, ce volet optimisation est la dernière étape, analytique, reporting. Il faut pouvoir avoir les bonnes données et bien les mesurer. Nous, on fait plein d'audits dans des boîtes où ils n'ont pas les données, où elles sont pas bonnes, elles remontent pas correctement. Mais comment est-ce que tu veux optimiser un business si les données qui sont remontées ne sont pas les bonnes? On se bat pour ça tout le temps. Et donc ça, je pense que c'est vraiment les 5 gros piliers pour notamment quelqu'un qui a un business un peu plus traditionnel. Tu as dit un truc intéressant par rapport au petit cousin qui a lu un livre et qui le lundi est expert. Super de lire un livre d'ailleurs. D'ailleurs, il faut lire ton livre qui est extra. Merci beaucoup. Comment est-ce que
Parce que tu vois, c'est un milieu qui est quand même très opaque pour quelqu'un qui, je pense, a dépassé par exemple la trentaine, la quarantaine. Et comment savoir si la personne est compétente ou pas en face de nous dans le marketing digital? En fait, Parce que tout le monde parle la même chose et c'est qu'en action concrète que tu sais vraiment différencier. tu viens de le dire. En fait, c'est le concret. C'est-à-dire que tu peux très vite dégager l'image d'un expert en Ouais, faisant plein de mots-clés. ouais, Il y en a dans le jargon, il y en a plein, plein, plein. ah ouais. Et d'ailleurs, quand je fais un rendez-vous avec mes équipes et qu'ils commencent à sortir des rendez-vous comme ça et qu'on finit toujours par un petit débrief. Et je dis, tu savais pas dire que c'était le taux de clic et montrer ce que c'est le taux de clic. Ah bah si. Donc, tout ce qui est mots-clés techniques, c'est très facile d'en avoir une quantité colossale. Attention à ça. Donc déjà, ça c'est un. Deux, un bon expert est quelqu'un qui sait très bien vulgariser son langage. Ok. Donc, il est tellement fort d'un point de vue expert qu'il sait le traduire dans un langage compris de tous. Quelqu'un qui reste dans des termes très techniques, finalement, c'est quelqu'un qui reste cantonné à une vision théorique du marketing, mais pas une vision pratique. Ensuite, dernier cas, c'est des cas concrets de réussite. Tu l'as dit, c'est le concret. Ok, montrez-moi des réussites. Ça peut nous arriver, par exemple, de montrer des réussites clients. Tu caches le nom, tu caches toutes les données confidentielles, donc tu sais absolument pas pour quel type de courbe pour quel type à quel type de business j'arrive correspond à cette courbe ou ces statistiques. Mais tu vois des courbes évolutives, tu sais montrer l'évolution quand on a fait une refonte de site, l'évolution lorsqu'on a lancé du Google Ads, lorsqu'on a lancé du SEO, tu sais montrer tout ça. Mais c'est du concret. C'est du concret parce qu'en fait, derrière le web, il y a une chose qu'on connaît tous, qu'on sait tous interpréter, ce sont des chiffres. Hmm. Et ça, les chiffres, faut les demander. Et là, tu sais directement savoir qui est un charlatan ou un beau-parleur et qui a une vraie expertise et des vrais cas concrets de réussite. Et tu penses quoi du coup des personnes qui vendent des formations en ligne pour former du coup ces personnes-là? En fait, les formations en ligne, moi, je les Est-ce que tu en vois. as déjà suivi? J'en ai fait quand j'avais mes 15 ans, j'ai suivi une formation en ligne Ok. d'un français et d'un américain. J'en avais eu deux. Très marrant d'ailleurs, parce que je parlais pas bien anglais à l'époque. Autant dire que la formation, c'était un carnage pour la comprendre. J'allais sur l'interface. Heureusement, les boutons étaient plus ou moins au même endroit, donc je comprenais où il fallait cliquer, mais sinon, c'était une cata. Mais voilà. Je pense que les formations, c'est bien pour apprendre des compétences basiques. Ok. Voilà, quelque chose qui tous les jours, par exemple, apprendre à faire des belles stories sur son profil Insta ou sur son profil LinkedIn, ça, je trouve ça top. Après, aller faire une formation pour maîtriser les ciblages sponsorisés sur LinkedIn, où tu as des budgets mensuels d'achat média, donc c'est-à-dire uniquement ce que tu vas investir dans LinkedIn via ta carte de crédit, qui, pour que ça fonctionne, vont aller de 2000 à minimum 5-6 000 euros par mois. Il va te falloir des années. Alors la formation, c'est bien, mais après, tu n'as pas de cas pratique. Il nous a fallu des années pour bien maîtriser tous ces ciblages. Donc, il y a des formations qui sont pour des tâches simples, faciles. Je dis oui, il faut les suivre, c'est super. Pour tout ce qui est trop complexe, c'est aller droit dans le mur. Tu pourrais avoir des personnes, par exemple, qui ont suivi des formations pour ouvrir des agences digitales ou alors suivi des formations pour faire des sites e-commerce Ouais. qui travailleraient chez toi? Oui, en effet, puisque on en a d'ailleurs. Ah, tu en as d'ailleurs. Donc souvent, quand ils sortent de l'école et qu'on leur explique tout ce qu'on fait, ils sont un peu là comme ça. Ils nous disent, mais enfin, pourquoi est-ce que l'école ne nous a pas appris tout ça? Ça d'ailleurs, c'est une grosse frustration, c'est que je trouve qu'en Belgique, il y a une énorme inadéquation Ah ouais. entre ce que l'école délivre comme formation et les compétences qui en découlent par rapport à ce dont les entreprises ont réellement besoin. Nous, quelqu'un qui arrive, qui a fait marketing, il lui faut entre 6 mois à un an et demi pour commencer à être autonome et pour maîtriser l'ensemble des outils. Donc c'est dire à quel point il y a encore un gap colossal entre les deux. C'est comme ça. Et il y en a certains qui ont fait des formations et qui sont juste curieux de nature et puis qui postulent chez nous et qui nous disent, bah voilà, j'ai suivi telle formation sur telle plateforme et je maîtrise un peu. En fait, quand tu fais un petit test en entretien, tu te rends compte qu'ils ne maîtrisent pas. Mais en fait, nous, ce qu'on adore dans les entretiens d'embauche, c'est les gens qui ont la grinta. Moi, si je vois quelqu'un en face de moi qui a la grinta, où tu vois que ça peut être une passion ou quelque chose qu'il a vraiment profondément ancré ici, tu sauras faire quelque chose avec cette personne-là en l'encadrant correctement avec les bons process, les bons workshops, les bonnes formations. Donc oui, pourquoi pas. Vous formez beaucoup en interne? Tout le temps. Ok. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'innovation, la formation, le contrôle des KPI clients, le contrôle de la satisfaction client, on est chaque semaine, moi y compris. Donc c'est pas quelque chose que je délègue à 100%, moi y compris. Chaque semaine, je forme une partie des équipes. Et c'est toi qui les formes? Des nouveautés. Ah oui, du coup, ok. Ouais. Donc toi, tu fais tout ce qui est recherche un peu de tout Ouais. ça. D'ailleurs, ce sera marrant de parler après de ton rôle un peu dans ton entreprise. Donc, en gros, toi, tu fais donc tout ça et tu formes régulièrement, du coup, les équipes. Ok, très clair. On a parlé de toute la communication un peu digitale avec Localizy, mais tu as fait également un autre gros mouvement d'entrepreneur, malgré ton jeune âge, qui est racheter une société. Et en plus, tu as racheté une société qui était beaucoup plus grosse que toi, Ouais. je pense. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette société, nous parler du métier et nous parler de
qu'est-ce que c'est de racheter une société quand on est jeune et un peu toutes les difficultés que tu as pu avoir lors de ce move et l'histoire de ce mouvement. Ouais. En fait, la première difficulté, c'est que lorsqu'on est uniquement agence marketing, on ne maîtrise pas techniquement le site internet du client, puisqu'on fait des campagnes dessus. 9 fois sur 10 sur le site internet, il y a des problèmes. Ça peut être des problèmes techniques, ça peut être des problèmes visuels, ça peut être des problèmes de fonctionnalité, ça peut être toute une série de problèmes qu'on va préférer appeler axes d'amélioration. En fait, on a travaillé avec plusieurs agences, en Wallonie, en Belgique même, et nous, en fait, en travaillant avec elles, on s'est vraiment rendu compte de lacunes évidentes qui impactaient le marketing de nos clients, et donc qui nous impactaient nous aussi, puisque si ça impacte le marketing des clients, bah, ça impacte celui qui fait le marketing, mais ça nous impacte nous. Et en fait, je ne me retrouvais pas dans les valeurs des agences avec lesquelles on a collaboré. Il y en a quand même eu 5. Parce que, comme tu l'as dit au début, c'est très nébuleux. On facture des heures, tu sais pas vraiment ce que c'est. Tu penses qu'un truc va vite, mais en fait, c'est facturé 2 jours. C'est pas dans mes valeurs de faire du one-shot. Alors peut-être qu'il y a des agences de développement, elles, comme elles font du one-shot, c'est-à-dire qu'elles développent une fois, elles facturent, puis après c'est terminé. Tu as peut-être un hébergement, une maintenance annuelle, quelques fonctionnalités qui vont évoluer, mais sans plus. Donc là, tu as du one-shot. Nous, c'est pas du one-shot. Tous les mois, il y a une prestation qui est faite. Donc si le client, dès le développement de son site, il est frustré, après c'est mort. Tu vas pas le garder. Et donc, à un moment donné, j'en ai eu marre de travailler avec des développeurs informatiques qui n'avaient pas nos valeurs et qui ne travaillaient pas selon nos standards de qualité et d'innovation. Et je me suis abonné à une newsletter de la Sowalfin, donc qui est un organisme wallon autour de l'entrepreneuriat. Et là, en fait, tu t'abonnes à des sociétés qui t'intéressent. Et j'ai reçu le nom enfin, d'abord, tu reçois pas le nom, d'abord, tu reçois un petit briefing où là, tu es un peu excité, tu vois la société, combien de personnes, depuis combien de temps, etc. Et là, en fait, quand je l'ai vu et que j'ai postulé que j'ai demandé les informations pour étudier le rachat, j'ai vu donc que c'était la société ProduWeb, qui est l'une des plus anciennes sociétés en développement informatique en Belgique francophone, avec une vingtaine de collaborateurs dedans, des super belles références, L'Oréal, Trafic, enfin bref, il y a vraiment eu des très très beaux noms dans cette boîte-là. Et l'intérêt, ça a été de se dire qu'on allait et maîtriser le développement informatique et maîtriser le marketing pour maîtriser toute la boucle. Okay. Et donc, comment ça se passe? Ben, tu t'intéresses à la société, tu reçois toute une série de documents, tu analyses, tu rencontres les cédants. Bon, là, en l'occurrence, il y en a un qui voulait toujours être actif, les deux autres que j'ai à peine rencontrés qui voulaient sortir. Et là, alors, les difficultés quand tu rachètes une boîte, c'est que tu dois matcher tes valeurs avec ta boîte que tu as créée de tes débuts, avec une boîte qui n'a pas besoin de toi pour tourner, qui existait déjà avant que tu arrives, presque avant que je naisse, celle-là. J'étais à lire. Et surtout, ben, nous, on était 6 quand on a racheté la boîte. Eux étaient une vingtaine. Ben, c'est en fait, les articles dans la presse ont titré David rachète Goliath. Enfin, ça, c'est le nom que les journalistes ont mis. C'est pas moi qui ai eu la prétention d'aller mettre un titre comme ça, mais soit. Mais c'est un gros challenge de racheter une boîte plus grosse parce qu'en fait, en termes de process, tous tes process qui marchent pour 5 personnes ne marchent plus dans une boîte de 25 personnes. Et d'ailleurs, c'est important qu'il y ait la nuance, c'est que c'est des employés, quoi. Donc c'est pas exactement. C'est des freelance, c'est pas des part-time, c'est des employés qui hésitent tous full-time. Et en fait, on m'a toujours dit, une boîte de 5 personnes n'est pas une boîte de 15, qui n'est pas une boîte de 30, qui n'est pas une boîte de 50. Et je disais toujours, ouais, les gars, vous exagérez, la gestion, c'est quand même in fine toujours la même. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout, du tout, du tout. Mon métier aujourd'hui et mon métier il y a 5 ans est radicalement différent. Pas pour ça que il est moins bien, que du contraire, je m'épanouis plus aujourd'hui dans ce que je fais qu'à l'époque. Mais donc, il y a eu vraiment les problèmes, enfin les complexités de migrer les valeurs, de mettre en place des process, et puis tu deviens partenaire avec un autre associé dans l'autre boîte que en fait tu connais très peu. C'est comme si demain tu croises quelqu'un en rue, tu le vois 3 fois en rendez-vous, et puis tu te dis on se marie. Allez mon gars, on rachète le business ensemble, et puis voilà. En fait, comment tu vas t'entendre avec lui? Tu mets quoi comme process? Nous, on a été hyper carré, on a fait des conventions et ça se passe super bien. Et donc en fait, tu as plein de complexités quand tu rachètes une boîte. Autour du business. Exactement, mais quand elles sont bien mesurées, comme je le disais au début du podcast, bien mesurées avec les bons spécialistes autour de la table, c'est difficile de se planter. Et tu as réussi à garder beaucoup de gens de l'équipe de base? La grosse majorité, oui. Okay. Ceux, en fait, qu'on n'a pas gardés, c'est ceux qui n'ont pas matché avec les valeurs. Okay. On a licencié quasi personne. C'est-à-dire que ceux qui, à un moment donné, ne se sont pas retrouvés dans les nouvelles valeurs, les nouveaux process,
Je peux comprendre, en fait, à un moment donné, tu travailles d'une certaine manière depuis des années, puis tu as un rachat avec partiellement un nouvel actionnaire qui voit les choses différemment sur ça ne te convient plus, tu décides de partir. C'est pas pour ça que tu es en mauvais terme, c'est pas pour ça qu'il y en a un qui a exagéré, c'est juste qu'à un moment donné, la relation ne fonctionne plus et comme des adultes, on se regarde, on se dit, bah écoute, en fait, ça ne te convient plus, moi non plus. Et donc, c'est surtout comme ça que ça s'est fait, ça s'est vraiment très très bien fait, mais la grande majorité du personnel est resté, et des collaborateurs sont restés en place. Euh, c'est marrant parce on a vécu la même chose, toi plutôt que moi dans ton aventure. Donc, tu as monté ta boîte, elle toute seule, elle marche. Tu as racheté des boîtes, elle marche. C'est quoi le mieux? Mais déjà, je dirais, c'est de les faire marcher. Dans les deux points que tu viens de dire, c'est elle marche, elle marche. Alors, elle marche, qu'est-ce que ça veut dire aussi, tu vois? Elle marche, est-ce que les clients sont contents? Est-ce que les collaborateurs sont contents? Est-ce que la boîte évolue, innove? Pour moi, marcher, c'est un mot qui est finalement très abstrait. Parce que pour certains, marcher, c'est que le volet financier. Moi, c'est Hmm. pas mon cas. Je Donc, dirais qu'est-ce que toi, si tu devais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais plutôt? Est-ce que tu irais plus vers un rachat de boîte ou est-ce que tu irais plus vers une construction de ta boîte de zéro? j'aurais investi beaucoup plus tôt et beaucoup plus en marketing. Ok. Beaucoup plus, beaucoup plus. Je voyais il n'y a pas longtemps une vidéo de l'influenceur Hormozy que tu Ouais. adores aussi, qui disait dans ses 5 ou 10 commandements, il disait investissez en marketing, vous n'êtes pas assez connu, vous ne vous en rendez pas compte. Et Ouais. en fait, il a tellement raison. Donc j'aurais investi en marketing beaucoup plus tôt. Je pense que j'aurais racheté une boîte de développement informatique plus tôt. En fait, dans le business, quand tu as une perception sur une situation, souvent, dans le temps, elle se confirmera, plus que le contraire. Donc, quand j'ai eu le feedback que les agences de développement informatique avec lesquelles on bossait ne correspondaient pas à nos standards de qualité ni à nos valeurs, j'ai attendu trop longtemps pour m'intéresser à un plan B, parce que je me disais, on va mettre en place des process, on va faire en sorte que, etc., etc. Mais quand tu as une perception en tant qu'entrepreneur, il faut la suivre. Donc, beaucoup plus tôt, j'aurais acheté une boîte de développement informatique. Sinon, pour le reste, je dirais qu'il n'y a que ces deux éléments-là que j'aurais adapté. Et plus, plutôt mettre en place des process aussi avec les différents responsables et les équipes. C'est-à-dire que laisser de l'autonomie à ces équipes, c'est bien, il faut le faire. Et surtout pas être le manager là à tout vérifier, la moindre minute prestée dans le logiciel de gestion de temps ou autre. Mais par contre, je pense que plus on a des process rigoureux, plus les gens sont dans un cadre bien défini et moins de, de petites erreurs tu peux éviter. Et ça, je l'aurais mis en place plus tôt. Mais en fait, ça, c'est lié au fait qu'on est passé de 5 à 25 et qu'à 25, j'ai dû en mettre. Tandis qu'à 5, chacun avait sa routine. Il n'y avait pas de process parce qu'il n'y avait pas besoin. Et t'as préféré quoi, toi, en termes d'expérience? Le rachat ou alors construire ta boîte de zéro? Ben, les deux sont très différents. Le rachat, c'est tu te lèves le matin et puis tu te dis, en fait, aujourd'hui, je vais parler à 25 personnes qui me connaissent pas. Je vais leur dire que je suis leur nouveau patron avec un autre associé et c'est très excitant avec une énorme inconnue derrière. L'évolution de ton business, tu sais demain plus ou moins comment ta journée va se passer, tu sais dans un mois, peut-être pas à très long terme, mais donc ces deux visions très différentes. Je dirais pas qu'il y en a une que je préfère que l'autre, je dirais qu'il y en a une qui est beaucoup plus stressante que l'autre. Maintenant, le stress, une fois que tu as mis le contrôle dessus et que tu sais ce qu'il faut faire pour ne plus l'être, il disparaît. Donc les deux m'ont apporté énormément de satisfaction, énormément de challenge. Il n'y en a pas que je préfère qu'un autre. Ok. Euh, on va passer sur un volet plus perso. Donc, tu gères donc toi, Produit Web et Localizy, mais tu es également, du coup, je pense, actionnaire plus ou moins 50-50 avec Pauline dans le domaine des Hotfine et peut-être d'autres business que vous avez familiaux ensemble. Tu sais combien ça génère tout ça en chiffre d'affaires? Une fourchette. Et combien de collaborateurs vous avez en tout? En nombre total de collaborateurs, ça c'est beaucoup plus facile. Ça fait un petit 200. T'imagines? Bon, Ouais, ça fait un petit 200. En nombre de CA, on va dire plus de 10 millions. ouais, plus de 10 millions. Ouais. Ok. Ah, c'est énorme, hein. Je sais que c'est toujours un sujet qui est un peu compliqué en Belgique. Aujourd'hui, tu as quand même un niveau de succès qui est énorme. Tu gagnes bien ta vie, tu as une belle boîte, ça se développe bien, etc. Beaucoup de jeunes, je pense, aimeraient bien arriver à une situation comme la tienne, comme tu es actuellement. Ça coûte quoi en fait? Ça coûte quoi en termes de sacrifice humain, sacrifice personnel? Est-ce que ça te permet d'avoir des relations, des amis plus facilement ou au contraire, tu as perdu beaucoup de gens? Qu'est-ce que ça coûte
personnellement, en fait, tout ça? Ça me fait penser à, petite parenthèse, à une classe d'Elmo, donc de l'école haute école de Liège, qui est venue chez nous. Ils étaient une quinzaine et j'ai eu cette question parce qu'en fait, ils ont tous dit qu'ils voulaient être entrepreneurs pour devenir riches, quasi mot pour mot, ce qui en soi est un choix comme un autre et qui se respecte. Et en fait, quand je leur ai dit les sacrifices à faire pour devenir riche, je n'estime pas être devenu riche, mais j'estime avoir évolué dans ma vie pour être libre un peu plus en tout cas. Je crois qu'être riche, c'est gagner plus de 3 500 € par mois. Est-ce que tu gagnes plus de 3 500 € Mais par mois? pour moi, être riche, c'est très abstrait, tu vois, parce qu'en fait, t'as toujours déjà, je suis pas spécialement fan de parler de volet financier, parce que être riche, c'est si tu gagnes 10 000 € par mois, mais tu as une qualité de vie catastrophe, pas de famille, pas d'amis, t'es riche de quoi? Ouais. T'es riche d'argent, mais est-ce que t'es riche dans le reste? Pour moi, non. T'as plein de familles, d'amis, tu sors tout le temps, etc. Mais financièrement parlant, tu sais pas partir quand tu vas en vacances, ou tu sais pas avoir la voiture que tu as envie d'avoir dans ton délire. Je parle pas de supercar. En fait, tu vois, être riche, c'est quoi? T'as toujours plus riche, quelqu'un qui aura une plus grosse voiture, un plus gros bateau, un hélico, un tchic, un tchac. Donc, voilà, pour moi, c'est très abstrait, cette question. Et en fait, il y a énormément de sacrifices que les gens ne voient pas. Moi, pendant 3 ans, j'ai gagné zéro. La boîte a fait des pertes. Mon salaire, je ne le prélevais pas parce que fatalement, il fallait avoir des bilans corrects, donc pas de salaire. J'ai vécu avec la première année la voiture d'occasion que j'ai vendue, puisque j'ai eu mon premier véhicule de société quand même. J'ai vendu cette voiture-là qui était en privé, du coup qui m'a permis de vivre pendant 1 an. Pas de vacances, travail 7 sur 7. J'avais commencé le foot parce que j'avais un de mes meilleurs amis de l'époque qui était fan de foot. On avait commencé ensemble. Moi, le dimanche, après le match, quand tout le monde buvait un verre à la cafette jusqu'à 23 h et que c'était la fête et la musique et qu'après tu avais la P4 qui jouait, puis la P2 et puis que tu étais après avec 50 potes et que c'était incroyable en plein été, enfin en plein printemps parce qu'on était apparemment beaucoup de matchs. Moi en fait à midi je partais, j'allais bosser quoi. Et on me dit, et personne ne m'a jamais demandé, tiens t'as besoin d'aide ou tiens personne. En fait tu t'en vas, tu dis que tu vas travailler et puis c'est tout. Donc en fait tu perds des amis. Parce que moins les gens te voient, moins les gens vont penser à toi. Puis en fait, un jour, tu reçois un appel, il dit ouais, on était chez Tartampion un samedi, truc de fou. Et puis tu dis mais samedi, je comprends pas, il y avait quoi? J'étais même pas invité moi. Ah bah si, bah oui, mais en fait, les gens ne pensent plus à toi, donc tu perds des amis, tu vois moins ta famille, tu pars pas en vacances quand tu veux, t'es beaucoup moins libre, t'as une pression de fou. Le nombre de nuits blanches que j'ai faites parce que financièrement parlant, au début, ça n'allait pas du tout. C'est hard. Je te prends un exemple. La deuxième année j'ai 8 personnes, je pense, et il me reste sur le compte un peu plus de 10 000 € fin du mois. Et ma comptable m'appelle et me dit Guillaume, est-ce que tu as vu ce qu'il y a sur le compte? Et en fait, moi, j'ai un très vilain défaut. Je sais que toi, dans tes podcasts, tu as dit que au contraire, tu regardais tes comptes quasi tous les jours. Enfin, peut-être plus maintenant. Non, plus maintenant. T'as arrêté ça? Ouais, j'ai arrêté. Enfin, en fait, ça dépend. Tu regardes quand même? Ouais, je crois que c'est un réflexe. Mais en fait, je regarde, mais je me dis pourquoi, tu vois, mais c'est à cause de cette période-là. Moi, j'ai eu les mêmes périodes avec 12 000 €, des gens que tu dois payer et tu dis putain. Ah oui, tu l'as fait aussi. Donc, Mais oui. tu vois exactement ce dont je veux parler. Et elle me dit écoute, t'as vu ce qu'il y a sur le compte? Sincèrement, non. Je lui dis Pat a pris sa retraite depuis. Pat, non. Il me dit écoute, tu ne seras pas payé tous les salaires ce mois-ci. Tu as des employés, des familles, des parents qui ont des enfants. C'est pas que tu peux leur dire comme moi, et les gars, ce mois-ci, on ne prend pas de salaire, on verra bien. C'est pas ça en fait. C'est pas ça du tout. Et donc là, je me rappelle situation de crise avec les gestionnaires de projet. Et je dis les gars, il faut qu'on trouve au moins 30 à 40 cas pour que tous les salaires soient versés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir nos plus gros clients et qu'on leur a dit payez votre stratégie de l'année prochaine en avance avec un escompte. Ce qui fait qu'en fait, sur ces stratégies, marge zéro, mais au moins, cash arrivé direct. Il y en a 2 qui ont bien voulu, un groupe automobile et un groupe dans le textile. Je me rappelle super bien. Parce qu'ils disent oui, puis après, il faut que le virement, il arrive. Ouais. Du mois. Donc, c'est encore 2 choses différentes. Et puis quand ça a été le cas, je me suis dit, plus jamais dans ma vie, je ne veux une situation où, fin du mois, je ne dors pas de la nuit parce que je ne saurais pas payer les gens. Donc tu vois, tout ça, c'est une pression qui peut leur durer. Ouais. Il y en a peut-être plein qui peuvent leur durer, mais il y en a plein qui peuvent pas leur durer. Et donc, les sacrifices, il y en a plein sur la qualité de vie, sur les amis, sur le relationnel, sur le train de vie, sur plein de choses. Alors, ce qu'on voit, c'est des personnes après X années qui ont plus ou moins réussi. De nouveau, qu'est-ce que réussi? Je laisse à chacun le libre choix. Mais
on voit après X années, ouais, celui-là, il a ça, celui-là, il est parti en vacances, celui-là. Mais en fait, celui-là, au début, il a passé des jours et des nuits que toi-même, aujourd'hui, 10 ans plus tard, t'es pas prêt à endurer, gars. Ça, c'est la réalité du business. Et il faut arrêter l'illusion que le business, c'est de devenir riche comme ça, c'est d'avoir une qualité de vie comme ça. Moi, ceux qui sont venus de l'école, je leur ai dit, je leur ai parlé comme ça. Vous êtes tous comme ça. Le gars va nous écœurer de lancer notre business. Mais j'ai quelqu'un, celui qui est prêt à le faire et qui pense qu'il a ce qu'il faut ici pour le faire, fonce. ER, ne surtout pas écouter les gens et toutes les conneries qu'on va entendre à gauche et à droite, les démotivations, ça va être dur, et nana. Trace ta route, fonce, mon gars. Et sinon, si t'es pas prêt, ne le fais pas, parce que t'as des sacrifices de fou. En fait, ça me fait rire parce que vraiment, j'ai connu exactement la même chose que toi. Et moi, j'ai pas de clients B2B, j'avais des clients B2C. Donc, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour aller chercher du cash rapidement. Et en l'occurrence, on avait fait un truc à l'époque, c'était fin d'année, parce que moi, ce qui s'était passé, c'est que, en fait, en 2020, quand il y a eu le Covid, enfin, ça, c'était mon pire. Je pense que j'ai eu tous les mois, c'était chaud, mais en général, la semaine arrive, tu vois. Donc, et en gros, moi, tout le monde me fait crédit et je suis payé directement. Et en novembre 2020, je pense, ou en octobre 2020, donc ça fait maintenant quasiment 4 ans, en fait, ils avaient bloqué les lois ONSS, donc les cotisations sociales, pour le secteur Horeca. Ouais. Et je me retrouve en novembre avec une facture de fou, je saurais plus te dire combien c'était. C'était plus de 100 000 balles, tu vois, pour le mois. Et c'était énorme, en fait, parce que on était à la semaine près, donc c'était énorme d'avoir 100 000 euros de facture en plus. Et je me rappellerai toujours, je me suis dit, putain. En fait, après, j'ai découvert plein de trucs. Il y a des plans de paiement, il y a des machins, trucs et tout. Mais sur le moment, je savais pas. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis en faillite. Tu vois, t'es genre pas bien. Et en fait, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'étais tombé sur une vidéo de Starbucks Starbucks, en fait, apparemment, ont beaucoup d'argent en cartes cadeaux chez leurs clients. Ok. Et en fait, on était en novembre. Pourquoi je te précise à chaque fois qu'on était en novembre? Parce que c'était Black Friday. T'as fait les cartes cadeaux. Et j'ai fait les cartes cadeaux. Non, j'ai proposé à mes clients pour 5% de moins de pouvoir du coup commander, du coup pour 1500, 2500, 5000 euros, 10 000 euros de plats. Parce qu'en fait, il y a aussi un prisme qui vient en grandissant, c'est que tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui peuvent payer à l'année en fait tes plats, mais juste moi je ne savais pas que c'était possible à l'époque. Et à l'époque, ça nous a sorti. Et maintenant, c'est devenu une tradition. Allez. Chaque année, on le fait. Allez. Ouais. Chaque année, on le fait. Cette année, on l'a encore fait. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'on a eu un gros flux d'argent qui est rentré sur le compte. Et il y a un de mes financiers qui m'a dit, ouais, Marvin, comment ça se fait qu'on a eu autant de clients? Et il me dit, j'ai dit, non, c'est Starbucks, tu viens. J'ai raconté la petite anecdote et je lui ai dit, c'est du chiffre d'affaires 2025. Donc, Ouais, parce que t'as été au pied du mur. Et ouais. en fait, en tant qu'entrepreneur, quand t'es au pied du mur et que t'as le stress qui monte à 2000 et en fait, t'as pas le choix. 2000, tu dois te démerder et t'as pas le choix. Ouais. C'est comme ça. Et ouais, non, c'était marrant. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est quoi tes plans sur 2025? On est début d'année. Alors, il y en a deux. Donc, chez nous, il y a 3 grands pôles, tu l'as compris. Le volet marketing, le volet développement informatique et un nouveau qu'on a rajouté fin d'année qui est le Startup Studio. Donc, le Startup Studio, c'est quoi? J'ai vu ça. Ouais, on a une chouette couverture médiatique avec ça. C'est qu'on a des clients qui ont des idées pour améliorer leur process, leur rentabilité, qui peuvent être des idées appliquées à d'autres business. Tu prends un exemple avec un établissement Horeca qui nous a demandé de développer un logiciel pour mesurer la masse salariale de son personnel, pour pouvoir anticiper semaine par semaine et quasi au jour le jour, le nombre de masse salariale maximale à atteindre pour obtenir une certaine rentabilité. Parce qu'en fait, dans ce genre de business un peu plus traditionnel, qu'est-ce qui te tue? Ton personnel, en termes de chiffres, en termes de coûts plutôt. Et donc, là, on a développé un logiciel et typiquement, ce logiciel, eux nous ont dit, tiens, vous n'auriez pas d'autres clients qui pourraient être intéressés parce que nous, le financer seul, c'est peut-être con si jamais il y a 10 clients restaurateurs ou hôteliers chez vous qui voudraient utiliser ce logiciel. Et donc là, on prend cette idée, en validation évidemment avec le client qui nous confie la mission de départ, on la développe, on en crée une marque, on essaye de trouver des partenaires autour de la table pour financer le projet à fond, on essaye de construire une équipe, etc., etc. Et ce Startup Studio va lancer cette année au moins 3 marques différentes, dont une qui sera lancée, j'espère, au premier trimestre 2025, plutôt pour les commerces locaux, du coup, on en avait parlé. Et ça, c'est vraiment le premier projet. Donc, c'est les logiciels SaaS qui vont répondre à des problématiques de plein de business différents au travers et initialement penser d'un seul business qui s'est dit, moi, j'ai ce problème-là.
Et tous les autres l'ont certainement aussi, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'aspect développement informatique où 2025, beaucoup de nouveautés, l'IA, le tracking server-side, ce qui veut dire que maintenant les données de tracking pour mesurer la rentabilité des investissements marketing, elles vont être mesurées sur le serveur et plus sur le navigateur. Question RGPD, question de protection des données. Donc, il y a beaucoup de nouveautés techniques qui vont être mises en place sur les sites web et sur les sites e-commerce qu'on développe ou qu'on gère. Et puis, en termes de marketing, tu as l'arrivée de l'IA. On se comprend, ça fait déjà des années qu'on l'utilise. Alors, les gens ont découvert l'IA avec ChatGPT. Il faut savoir que l'IA, ça existe depuis bien plus longtemps dans le monde marketing. Et là, c'est toujours d'être avant-gardiste sur les tendances, sur les ciblages, sur les nouveautés. Google va mettre à jour sa page de recherche, a déjà commencé à le faire aux États-Unis et dans d'autres pays. Il faut pouvoir comprendre l'impact que ça va avoir sur les sites web, comment faire en sorte que cet impact soit positif et pas négatif. Et donc là, il y a des gros challenges aussi liés à toutes ces nouveautés, puisque ces boîtes tech bougent tout le temps. Comment tu t'informes aujourd'hui? Parce que je vois que tu es très digitalisé, tu es très toujours à l'actu, tu regardes toujours ce qui se passe. Typiquement, c'est une newsletter que tu envoies à tes clients, ce genre de choses, c'est des actions, c'est des recommandations que tu fais en plus. Comment tu fais pour être autant informé? Alors moi, à titre personnel, je lis énormément. Okay. On m'a dit un jour, la vraie richesse, c'est l'information. Ça m'a fait rire parce que quand on m'a dit ça, j'ai dit mais n'importe quoi en fait. La vraie richesse, c'est ce que tu as sur ton compte en banque, c'est d'acheter une grosse baraque ou une grosse bagnole. Voilà. Et puis en fait, aujourd'hui, 10 ans plus tard, quand je vois une info intéressante, ça c'est une vraie richesse parce qu'après tu peux en faire quelque chose. Les newsletters clients, on a essayé de les informer avec des newsletters et ils en ont rien à foutre. Ouais, ils lisent pas. Je me suis dit ça aussi. Tiens, Tartampion, vous avez vu sur votre secteur, pour générer des leads, il y a telle nouveauté qui est apparue sur Meta, on peut faire ça, ça, ça. Oh non, j'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc en fait, on les présente en rendez-vous, on les explique lorsqu'on a du concret. Donc si c'est juste une nouveauté qui n'est même pas disponible en Belgique, ça sert à rien. Mais si c'est quelque chose qui peut réellement impacter le business du client, on va lui présenter en rendez-vous. Ça, c'est sûr qu'on le fait. Et parfois, on va même pas lui poser la question et directement l'intégrer dans ses stratégies. Parce qu'en fait, tu as des clients qui nous disent, moi, que vous cibliez via l'IA, via du PMax, via de l'Advantage Plus sur Meta ou via d'autres choses, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la finalité des ventes ou des leads ou de ce que vous m'amenez en magasin. Donc, il y a plein de clients qui s'en fichent de ces nouveautés, mais qui veulent s'assurer qu'on les intègre dans leur stratégie chaque semaine et chaque mois. Okay. Donc, ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on met en place en les informant oralement, avec un petit PV de réunion après, process oblige, mais pas par newsletter parce qu'ils les lisent pas. Ok, ah putain, c'est marrant ça, comme truc. Ok. Et du coup, les newsletters, toi? Non, jamais. Ouais, tu vois. T'es le cas de l'entrepreneur qui a plein de business qui ne lit pas ses newsletters. Ouais, c'est vrai. Mais je comprends tout à fait. T'as les journées à 2000 à l'heure et. Ouais, et puis plus le temps passe, plus je deviens un sale con et plus j'ai du mal avec l'information aussi, tu vois. Je la filtre beaucoup, genre beaucoup plus qu'avant. Avant, d'ailleurs, c'est une résolution que j'essaye d'avoir pour cette année. C'est quoi tes résolutions d'ailleurs? Passer encore plus de temps avec mon fils. C'est marrant, c'est venu instinctivement, tu vois. Passer encore plus de temps avec mon fils. On va essayer de doubler encore le groupe cette année. Ça va faire 7 ans, donc là, 8 années. Bon, celle-là, ça va être dur. Celle-là, ça va être très, très dur. On va essayer. Donc voilà. Et derrière, perdre du poids et mieux parler anglais. Donc, j'ai vraiment que 4 trucs en vrai. Donc, quand j'inclus mon fils, j'inclus ma femme dedans. Donc, en famille. Par exemple, tu vois, là, on a passé 7 jours ensemble. Alors, passer des vacances en famille, je te le souhaite. Mais pour des gens comme nous à la base, c'est pas des vacances. C'est beaucoup de souvenirs de vie. Ouais. C'est des moments qui sont incroyables et donc qui sont marqués déjà parce qu'on bosse. La moitié de la journée avec ma femme, on bosse. Et surtout, après, l'autre moitié, on s'occupe de petits. Mais ça prend du temps, en fait, et de l'énergie. Donc voilà, à la fin, tu reviens, t'es encore là. Et je suis revenu hier, je suis fatigué, tu vois. Alors que je me dis, mais putain, je suis parti. Donc voilà. Donc je pense que c'est marrant, mais à la fin, t'as besoin de vacances pour toi. Ouais. T'as besoin de vacances en famille. Et après, t'as tout ce qui est déplacement et qui est lié au boulot. Et je pense essayer d'arriver en fait, c'est marrant parce que plus le temps passe et plus j'essaye vraiment, comme tu l'as dit, de développer une autre forme de richesse, c'est le temps avec ma famille. Qui devient super important. Mon fils grandit de jour en jour et il prend de plus en plus d'espace physiquement et mentalement. Et du coup, c'est important. Je veux pas avoir le regret des parents de se dire j'ai pas passé assez de temps avec mon fils, j'ai pas assez de trucs. Parce que ce que je disais, c'est que je suis arrivé à un seuil de gain annuel où concrètement, franchement, c'est plus pour la performance et pour mon ego. Mais je m'en contrefiche de savoir combien je peux gagner en plus ou en moins parce que je peux déjà tout acheter et tout faire. Et que par contre, les semaines et les jours qui passent où mon fils évolue, ça c'est une fois dans ma vie. Ouais.
Et c'est là, tu vois, en gros, que j'essaie de trouver le bon équilibre. Donc, faut pas que je me fainéantise de trop. Donc, ouais, ma femme est un bon radar pour ça. Mais faut pas non plus que je sois encore trop dans le boulot comme je l'ai été durant mes premières années de ma vie. Et donc, je dirais que c'est plus ça ma résolution. Donc, vraiment, ça va travailler sur 3 volets, qui est donc, mais avec un volet qui se développe en plus, qui est le volet famille. Ensuite, le volet professionnel, parce que c'est ça de toute façon qui soutient tout ça. Et ensuite, moi. Donc, moi, personnellement, essayer de perdre du poids. J'aimerais fixer, du coup, ce problème-là et bien parler anglais cette année. Quand tu dis ça, j'ai une question que je me pose et qu'on m'a posée ici récemment avec des amis ma tranche d'amis qui est 25-35. Tout le Ouais. monde commence à avoir des petits bouts à gauche à droite, Ouais. donc c'est très marrant. Sauf moi, en tout cas, pas pour le moment. Pourtant, tu serais un Euh, papa extraordinaire. Je suis ah, convaincu que ça. peut-être, on verra. Non, je suis sûr. Si jamais, et aujourd'hui, tu as tes process qui sont en place, tes boîtes qui tournent bien, qui évoluent, etc. Si jamais tu étais plus tôt dans ce process et qu'en fait, les boîtes auraient encore besoin de toi beaucoup au niveau opérationnel et que tu avais ton petit bout. Oui. Ce qui est peut-être le cas en fait de plein de personnes qui regarderaient la vidéo. En gros, de ne pas avoir des business autonomes où une des résolutions serait de se dire je passe plus de temps avec ma famille. Tu ferais quoi? Tu ferais comment plutôt? Ce serait très compliqué. Ce serait très compliqué parce que un enfant demande énormément de temps et d'énergie. Je me rendais pas compte à quel point. Alors évidemment, et j'ai déjà quelqu'un à mi-temps, hein, et je veux pas plus parce que pourtant au début je disais je vais pas le faire plus, etc. Mais en fait je veux passer du temps avec mon fils. Genre, c'est ma volonté. Et en fait tu peux le déléguer à 100%, mais alors pour ça n'en fais pas. Enfin tu vas rien construire comme relation avec. Au final, il est là, oui, tu as un enfant, mais il te connaît pas. Des fois il t'aime pas. Il te considère pas, mais en fait parce que t'as rien fait pour lui. Aujourd'hui, tu vois, mon fils, vraiment avec le peu de temps là que j'ai sur lui, il est redevable de quelque chose envers moi, tu vois. Genre, et je suis redevable envers lui parce qu'il m'a fait grandir et on a construit une relation ensemble, une vraie relation. Alors c'est beaucoup de nuits, de problèmes, etc. Mais pour rebondir sur ta question, je pense que si tu n'as pas de, j'aurais pas pu l'avoir plus tôt. C'est pas, enfin, j'aurais pu, mais je serais beaucoup moins confortable aujourd'hui. Et je pense que un enfant, c'est une grosse zone de stress dans le couple aussi. Ouais. Et si avec ta compagne ou ton compagnon, c'est pas déjà bien cadré partout, moi je me dis que si en plus on avait des problèmes d'argent, des problèmes de temps, des problèmes de machin, enfin des problèmes qui sont normaux, tu vois, que j'ai connus moi dans mon enfance avec mes parents, etc. Je me dis, je sais pas comment on fait les gens pour tenir parce que franchement, déjà quand tout se passe bien, des fois c'est des grosses zones de stress parce que quand t'es fatigué, ta femme est fatiguée et que le petit crie, bah il faut y aller en fait. Ouais. Et t'as pas le choix. Et en fait, c'est juste vas-y quoi. Et tu vas pas commencer à discuter avec la personne à côté de toi pour ça. Donc, je dirais que plutôt c'est pas bon, mais je pense que quand t'arrives à un moment de ta vie, et moi ça a été le premier truc, et finalement on l'a pas encore fait. On l'a pas fait tant que ça. On l'a fait avec le petit, mais à partir du moment où tu peux te permettre de dire je pars en vacances, ça veut dire que pendant 1 ou 2 semaines ton business a plus besoin de toi, tu commences tout doucement à automatiser. Je pense que moi ce que j'ai préféré faire, c'est moi j'ai travaillé en 3 étapes. D'abord j'ai construit ma vie professionnelle, ensuite j'ai construit ma vie familiale et après je travaille sur moi. Donc c'est un peu ma dernière phase ici, mais je pense que vraiment essayer d'avoir les enfants le plus tôt possible. Donc je pense que l'ajouter maintenant c'est le top pour vraiment essayer d'en avoir un, parce qu'après tu vois ça veut dire que quand ton enfant a 20 ans, t'as 50 et y a rien à faire, tu vois, ça commence à devenir de plus en plus chiant. Moi, je le vois, mon père m'a eu un peu plus vieux. Bah, quand tu as envie de jouer au foot, il a pas envie de jouer au foot. Quand tu as envie de faire des trucs, il a pas forcément envie de les faire. Et à juste titre, il est juste passé Un gros décalage. Quoi. Ouais, voilà. Ah, c'est Donc, intéressant. ouais. Mais je pense vraiment. Et by the way, je n'incite personne à avoir des enfants, même si je trouve que c'est une expérience qui est extraordinaire. Mais je trouve que avoir un enfant redéfinit totalement ta vision de la vie. Vraiment. Et en positif si tu es quelqu'un de sain et de bien à la base, donc en l'occurrence quelqu'un comme toi, parce qu'en gros ça apporte énormément de bonheur et énormément de choses, énormément de choses qui te remplissent plus en tant qu'humain. Et ça met beaucoup de sens en fait. Beaucoup de sens à des choses, des fois tu sais, tu l'as dit toi-même, tu as dit, ouais, des fois on est dans des zones de stress, des trucs qui sont compliqués, etc. Et moi je me rappelle de ça, des fois, encore l'année passée, des fois j'ai des problèmes où je dors pas la nuit parce que je dois régler des trucs. Mais ton enfant, au final, tu regardes et tu te dis, bon, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est, tu vois, ça te ralentit pas, mais ça te fait relativiser. Parce que tes business aujourd'hui sont autonomes, bien en place, bien organisés, bien structurés. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'avec le temps, là, aujourd'hui, il a que 8 mois, mais techniquement, ma phase de croissance la plus grande de ma vie est censée arriver maintenant. Ouais. Et ben, il est là et Ouais. on en veut d'autres et enfin, on va tous les prendre, on va s'organiser en fait. Mais par contre, ça diminue ton temps. En fait, en fait, c'est juste aussi. Je pense qu'un enfant, c'est pas un gros problème.
2, 3, 4, je pense juste qu'en fait, tu dois être organisé de dingue. Et en fait, je pense que là où ça crée des problèmes chez les gens, mais moi, c'est parce que je me suis toujours sacrifié humainement, c'est que tu n'as plus de temps pour toi. Ouais. Tu n'as plus de temps pour toi parce qu'en fait, c'est fini. Genre, c'est tes business, tu passes en premier parce que c'est ça qui doit payer tout le truc, ta famille et puis toi. Mais t'es le dernier. Mais au final, quand nous, ce qu'on a toujours fait, c'est mettre notre business en avant, bah là, tu jongles entre ton enfant et ton business, quoi. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Donc, voilà. C'est intéressant comme point de vue. C'est chouette. Vraiment, en tout Combien cas, t'en veux? Oui. non. Idéalement, entre 3 et 5. Donc voilà. T'as réduit depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Ouais. Franchement, en fait, je pense que moi, le problème, c'est que tu as cette capacité-là aussi, on peut tout faire. Tout faire. De notre vie, on peut tout faire. Mais avec le temps, et je pense que c'est plus ça que m'enseigne mon fils, c'est essayer de faire les choses correctement. Et je préfère faire 3 enfants et avoir une super relation avec chacun d'entre eux et avoir été présent pour chacun d'entre eux que de me dire je vais en faire 5 et derrière, c'est bancal, j'en avais marre de ça, j'avais pas envie, j'étais pas là, je partais. Tu vois. Donc je me dis, faisons les choses étape par étape et essayons de faire les choses de mieux en mieux. Et je pense que de toute façon, au début, tu fais juste pour faire comme on a fait dans nos entreprises et après, t'évolues et t'essayes de faire les choses de la meilleure manière possible. Donc voilà. Oui. En parlant d'enfants, c'était quoi ton enfant? T'étais quoi comme élève, toi, à l'école? Je suis sûr que t'étais un bon élève. Bah, tu sais quoi, très fainéant. Ah ouais? Ouais. Très talentueux, alors. Je sais pas si on peut dire talentueux. Mais t'as doublé? Non, Ok. mais j'ai souvent eu des deuxièmes cesses. Ah ouais, ok. Ouais, donc. Mais parce que c'est vrai que t'allais réussir Moi, tu ou... m'as collé une sale étiquette Ouais. du petit athée. Je te vois bien, J'ai pas mis mes bon lunettes en élève. plus aujourd'hui. Mais non, en fait, je m'ennuyais beaucoup Mhm. parce que tout ce qui est trop théorique m'ennuie. Ok. J'ai toujours été un petit peu en rupture avec certaines choses, avec l'autorité. Mhm. Ça me fait rire parce que Pauline a finalement eu un peu le même parcours. C'était vraiment une vraie rupture avec l'autorité. Ouais, Pauline, ouais. Moi, on allait faire une balade pour le carême, balade qui ne m'intéressait absolument pas. Je trouvais inutile d'aller me balader avec toute l'école 1 heure pour prendre l'air à 15 heures avant le congé de Pâques. Je trouvais ça débile. Ben, moi, un jour, je me suis jeté dans une haie en pleine marche. On s'est jeté dans une haie, on était plusieurs, parce qu'on n'avait pas envie d'aller marcher. Le but, mais c'est vrai, le but n'était pas. D'ailleurs, j'ai toujours la remarque dans mon journal de classe que je me suis jeté dans la haie. Donc, ça doit être dans la salle de jeu chez mes parents. Mais pourquoi? Parce que je trouve ça profondément inutile que l'école nous dise d'aller marcher. Je préfère apprendre un truc. Je préfère aller faire une visite dans une entreprise. Il y a tellement de belles choses à voir et à apprendre à l'école que d'aller marcher parce que avant d'aller partir en vacances 2 semaines, on va marcher. Je trouve ça débile. Donc, j'ai toujours été beaucoup en rupture avec ce type d'éducation que je trouve un petit peu inutile. À l'université, là, par contre, j'étais plutôt assidu, mais comme je lançais la boîte en même temps, il y avait plein de cours où je n'allais pas, et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un groupe d'amis qui m'envoyaient toutes les notes, etc. Donc ça a été. Sinon, plutôt très nul en maths. Ok. Très nul en maths. Je déteste les maths. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des spécialistes financiers à côté de moi qui m'aident à comprendre les chiffres, à les interpréter, même si ça va mieux, je tiens quand même à rassurer. Les langues, ça allait, mais sinon, voilà, j'ai pas été un élève exemplaire, ni une catastrophe. Voilà, un peu en rupture avec ce qu'on a appris, et en rupture avec le système, qui pour moi est juste inadéquat par rapport aux besoins des sociétés aujourd'hui, que ça soit en secondaire et que ça soit aussi plus tard. Et tu as parlé beaucoup que tu lisais pas mal. Tu as un livre que tu recommandes aux gens ici qui écoutent le podcast? Oui, il y en a 2. Alors, il y a 2 livres sur 2 entrepreneurs. Le premier, c'est sur Elon Musk, son autobiographie. Laquelle? Je Tu m'enverras et on le titre mettra. dans la Ok. description. Parce que moi j'en ai une, et j'ai appris qu'il y en avait une deuxième, et je crois que même il y en a même une troisième. Ouais, il y en a eu plusieurs, je ne sais pas, mais son livre, il est dingue parce que C'est l'homme de l'année. Hein. lui, pour arriver où il en est arrivé, quand il explique tous ses problèmes, moi j'expliquais que j'avais 10K sur le compte et que je devais payer. Lui, il avait des millions à devoir sortir avant 31 du 12, où son partenaire financier l'a lâché au dernier moment, il a dû en retrouver un. Là, ça a été quand même quelque chose d'extrêmement complexe. Je pense que c'est un des gars sur Terre qui est arrivé dans la plus grosse zone de stress qu'on peut arriver en tant C'est qu'entrepreneur. Tu lis, t'as des problèmes, lis son livre. T'as fini de lire son livre, t'as plus de problème. Tu te dis, ok, c'est bon, le mec, il a complètement eu d'autres pressions avec des enjeux de fou. Il a revendu toutes ses bagnoles, tout ce qu'il a gagné, il l'a réinvesti à fond. Alors qu'à un moment donné, quand tu gagnes 15 millions,
combien vont tout réinvestir en se disant, moi, je vais vivre dans une pièce ridicule et manger du riz tous les jours parce que je relance un business et que je mets mes 15 millions dedans. Mais personne va le faire. En tout cas, incroyable. Et le deuxième, c'est de Simoncini, Ok. qui explique Ouais, aussi, lui aussi, parcours affolant, où il explique tous ses hauts, tous ses bas, ses partenaires qui l'ont lâché, il a eu des actions dans une boîte qui à un moment donné valait plus rien, il a eu des problèmes avec les banques, et puis, enfin, je trouve ça incroyable. Et sinon, je lis beaucoup de livres sur des startups qui sont devenues scale-up, qui ont réussi. Tu as par exemple, je le mettrai dans enfin, je te les donnerai pour les mettre dans le descriptif. Tu as un livre sur une société qui s'appelle Captain Train, Ouais. Ah oui. hyper intéressant, où là, ils expliquent comment est-ce qu'ils sont occupés du service client, l'excellence du service client, etc. Et en fait, là, tu te rends compte vraiment qu'il y a des jeunes qui ont pris des risques de fous, qui ont été chercher des boîtes avec des valos et des levées de fonds de fous, avec des process de fous et des super bonnes valeurs. Et ça, il y en a plein, plein, plein que je lis qui sont hyper inspirants. C'est qui ton plus grand mentor? Celui dans lequel je me retrouve le plus, c'est Jeff Bezos. Ok. Vraiment celui. C'est pas Musk. Beaucoup diraient Musk, mais moi c'est pas Musk parce qu'il y a des poids de sa vie où je trouve que voilà, je suis moins en accord, adéquation avec certains poids de sa vie. Bezos, lui, il a eu une vision très claire dès le début et surtout ce que j'adore chez Amazon. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils titrent leur site dans l'onglet Emploi. C'est la société la plus orientée sur la satisfaction client au monde. Et en fait, je trouve que cette seule phrase résume complètement les valeurs et la vision qu'une boîte doit avoir aujourd'hui pour essayer de réussir. Parce que si tes clients ils sont contents, derrière tu vends, derrière tu as de la marge, derrière tu as des employés contents, parce que si tes clients sont contents, je suis sûr que tes employés le sont aussi, quasi sûr. Donc voilà, après, je dirais que dans les entrepreneurs du quotidien, mon père qui est un expert financier, lui m'a beaucoup inspiré sur toutes les questions très terre à terre d'un business, pas s'envoler, pas rêver, être très terre à terre, des chiffres, des situations, trouver les bons problèmes dans une boîte, les résoudre de manière très factuelle. Bah, tu l'as rencontré, donc du coup tu sais comment il est. C'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup poussé dans mes retranchements, donc c'est pas quelqu'un qui m'a dit. Ça se voit que sa personnalité. Hein. Ouais, c'est pas quelqu'un qui te dit tiens voilà mon temps et fais quelque chose avec quoi. Pas du tout. Moi, quand j'étais locataire au début dans ses bureaux, bah, je payais mon loyer quoi. Et quand je disais ça à des gens, ils me disaient mais tu te fais payer un loyer, mais le mec est fou, tu te lances. Et ils me disaient mon gars, tu vas payer un loyer parce que tu dois savoir ce que c'est. T'as 18 ans, tu payes ton premier loyer de bureau, tu vas apprendre ce que c'est de payer un loyer. Pareil pour ses honoraires de ses équipes. J'ai toujours payé normalement ses honoraires comptables et d'expert comptable. Mais il me dit, pourquoi est-ce que moi je devrais te les offrir? Parce que t'es mon fils, mais demain, je suis pas là, tu vas quand même devoir les payer à quelqu'un. Et en fait, jamais il nous a vraiment aidé sur ce volet financier en nous apportant plus de confort ou plus de facilité que du contraire. Et aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant parce que cette vision très terre à terre m'a permis, je pense, d'être toujours les pieds sur terre et de voir le business de point de vue très factuel et très pratique, pas rêver, et pas, tu vois, tu disais dans une de tes vidéos précédentes qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont valorisées dans des secteurs hyper fous. Mais en fait, il y a des business très traditionnels qui marchent très bien. Il faut pas toujours rêver de trucs dans la tech, dans l'IA, pour que ça marche. Il y a des business qui marchent bien où il faut avoir des bons fondamentaux, les pieds sur terre, les bonnes valeurs, un bon produit ou un bon service, et ça marche. Tu parlais d'en avoir, il y a plein de business traditionnels qui peuvent marcher, mais directement, aujourd'hui, on rêve de l'IA. L'IA, l'IA, ça nous excite. L'IA, si ça se met dans 5 ans, ça s'est craché. Je pense pas, mais c'est possible. Donc, il y a plein de business comme ça où on rêve beaucoup et où en fait, tu as des business traditionnels pour lesquels il te faut une vision traditionnelle du business, factuelle, terre à terre. Et ça, lui, au Day2Day, me l'a beaucoup apporté. Super. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume. Comment on te contacte? Alors, sur mon profil de l'agence, donc c'est Locality Web Agency ou c'est Product Web Group, un des deux. Là, d'office, s'il y a une demande, ça arrivera dans mes comptes Insta. Il y a également nos sites internet, donc Locality Web Agency et Produit Web. Et sinon sur LinkedIn, où j'essaie d'être actif. Et peut-être que je lancerai une page de personal branding sur Insta et sur TikTok en fonction de cette année 2025. En tout cas, on en avait beaucoup parlé. Et peut-être, regarde là. LinkedIn, assurément, c'est moi. Et sur le reste, ça tombera sur une boîte de la boîte. Donc, ça remontera de fiche chez moi, si c'est moi qu'on veut joindre. Top. Un dernier mot à Guillaume de 18 ans, s'il voulait réussir dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu lui dirais?
bonne question. Je lui dirais de plus faire confiance à son instinct. Ok. Euh, plus faire confiance à son instinct. Beaucoup de fois, j'ai eu des perceptions idée. sur des situations ou sur des personnes où j'ai voulu laisser des chances, où j'ai été trop gentil. Je suis quelqu'un, je pense, qui est trop gentil, qui attend trop longtemps pour prendre des... Enfin, avant, j'attendais trop longtemps avant de prendre des décisions. Et ça m'a joué des tours parce que la gentillesse dans le business, c'est une valeur qu'on a au fond de soi, d'être gentil, mais dans le business, ça marche souvent pas du tout. Donc, faire beaucoup plus confiance à son premier feeling, premier instinct. Ok. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Merveille. À très vite. Salut.